est à un peu moins d'une semaine du début de la saison régulière. On a des matchs de pré-saison, Shai, qui semblent de plus en plus sérieux et que voilà, des rotations de plus en plus proches de celles qui seront les rotations pendant la saison régulière, justement. On avait quelques matchs au programme qu'on va débriefer ensemble. Il y en avait 4. Ouais, Les Nets ont battu le Heat 107-104. Les Wizards ont encore gagné, n'ont pas perdu en pré-saison pour l'instant. Ils ont battu les Knicks 131-106. Après, ils ont joué aussi des équipes hors NBA. Les Spurs ont battu les Rockets 117-103 et les Warriors ont assassiné sur le fil les Kings 116-115 avec un panier pour la gagne de Stephen Curry. Shai, comme d'habitude, je vais te laisser commencer avec la performance qui t'a le plus marqué. Ou non, pardon, on va commencer par Wembanyama. En fait, allez. je décide. On va commencer par Wembanyama, euh, histoire de ne pas le garder pour la fin. Cette fois-ci, on l'a fait sur le podcast. Là, on va parler directement de Victor Wembanyama. Victor Wembanyama qui a donc mis 15 points en 21 minutes. 15 points, 6 rebonds, 2 blocs. Alors, il a notamment tiré beaucoup de lancers parce qu'il a été maladroit dans le champ, 3 sur 10. Mais il y a une chose que je retiens avec Victor Wembanyama, Shai, c'est qu'en fait, quel que soit le match, même quand il sera moins performant, on aura des highlights de fou, entre guillemets. Mais c'est ça, c'est une composante de son jeu qui est pas forcément toujours évoquée depuis qu'il est entré sur la scène, qu'il est sous les spotlights. On sait qu'il aime bien le show, enfin qu'il y ait du spectacle. Il aime bien ne pas se fixer de cadre, de limite. Et là, on l'a vu sur deux actions. Je trouve, enfin, moi j'en compte deux parce que c'est surtout le petit pont sur Reggie Bullock qui a beaucoup fait réagir et même Pop après on a discuté. Enfin, Benjamin nous a envoyé des claques qu'il a recueillis après. Mais cette action, ouais, ce petit pont est derrière, efficace hein, finalement. Efficace parce que derrière il récupère le ballon et puis il y a une situation de jeu. Et j'aime bien aussi, j'ai bien aimé La le, passe aérienne. voilà, il fait un sauvetage pour empêcher la sortie de balle et en même temps il fait une passe aveugle pour Devin Vassell. Ce genre de passe, moi, enfin, on avait surtout vu des mecs comme Doncic en faire, tu vois. Oui, Un sauvetage et plus passe aveugle dans le même temps. Ça demande quand même une certaine technicité. Puis surtout, tu te dis, avec son gabarit, c'est pas censé être quelque chose de facile à faire. Mais ce que je retiens, c'est la composante spectacle. Et tu as raison de dire que quoi qu'il advienne dans les matchs, même s'il sera un peu moins bien, et là, bon, sur 21 minutes, il fait quand ouais, même mais des quand même stats, 15 mine de points. rien. Ouais, Et, ouais. et son équipe gagne, il est en plus-minus positif, il n'y a pas grand-chose à... Voilà, tout va bien. Mais t'as raison sur cette composante spectacle qui fait que ça fait partie du package. Et c'est ce qui fait que les médias, nous y compris, on va être enfin, presque obligés d'en parler parce que ça va s'imposer. Il sera dans des top 10, il sera... Bah, tout les, le monde les- va en faire des tonnes mais oui, dessus, c'est ça. c'est sûr. Les actions vont tourner sur les réseaux et puis un peu à juste titre parce que ce type d'action, le petit pont sur Reggie Bullock, on voit plus des joueurs comme Trae Young faire des trucs comme ça, des joueurs plus petits qui pour effacer un adversaire un peu plus grand qui vient vite, tu te dégages de la situation et tu fais comme ça, ou alors aussi juste pour le show, hein, juste pour une petite dose de spectacle et voir un mec de 2,24 m faire ça, on va le dire souvent ça, hein, mais c'est pas abusé. Faut se rendre compte du gabarit en fait. C'est vraiment faut voir un mec de 2,24 m tenter et réussir un truc comme ça de manière aussi facile et décontractée. Ça reste hallucinant, même si c'est la pré-saison, c'est évident qu'il va tenter des choses comme ça en match. On va voir des trucs du type, tu sais, le voir prendre ses propres rebonds sur un tir à 3 points et mettre une claquette, enfin, que des trucs Mm. qu'on a quasiment jamais vus avec un joueur de ce profil-là, en fait. Et c'est ça qui est impressionnant dans les deux highlights de cette nuit. Ce sont que des highlights, c'est pas ça qui fait gagner le match aux Spurs, c'est pas ça qui rend Wembanyama, qui va faire de lui un jour peut-être le meilleur de la ligue, mais ça fait partie du package et c'est quand même appréciable. Ouais, c'est ça. Il y aura toujours des contres, des dunks, des passes. Il y aura toujours quelque chose. Après, il a manqué d'adresse, mais tu as raison de le signaler. Il fait quand même 15 points, 6 passes, 2 blocs, 7 sur 8 au lancer. Il met 2 paniers à 3 points. Mm. Bon, on l'a vu aussi un peu essayer de distribuer au poste, enfin de haut panier. Ouais. Il y avait quelque chose d'intéressant avec ce 5 des Spurs. Alors, la performance de la nuit du côté de San Antonio, c'est Devin Vassell qui a mis 25 points en première mi-temps. Il était très chaud. Il a commencé par 3 paniers à 3 points de suite. Mais ce qui était. Alors, Vassell, je pense qu'il est promis à faire une grosse saison lui aussi d'ailleurs. Un joueur qui sera, je pense, dans les candidats au MIP. Même s'il a Annoncé rookie de l'année par Théo depuis 1997. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il a un côté, il a un potentiel de Chris Middleton dans une équipe qui joue le titre d'ici, je sais pas, 3, 4, 4, 5 ans peut-être. Donc 4, il sera fort avant ça, bien sûr, mais
d'ici 4-5 ans, le joueur que sera Devin Vassell, c'est potentiellement, j'imagine bien, comme troisième option d'une équipe qui joue le titre. C'est un joueur que moi, perso, j'aime beaucoup, capable de faire plein de choses. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le 5 qu'ont aligné les Spurs, pardon. Il n'y a pas de meneur. Il n'y avait pas de meneur, il n'y avait que des grands. Donc, il y avait Vassell, c'était le plus petit. À côté de ça, il y avait donc Wembanyama, Keldon Johnson, Jeremy Sohan et Zach Collins. Alors, c'est peut-être Keldon Johnson le plus petit, pardon. Mais du coup, le meneur, de fait, il n'y en a pas vraiment. Chacun crée du jeu d'une manière ou d'une autre. Zach Collins a distribué 5 passes, Sohan 4. Wembanyama, on a parlé des 2 passes. Bon, ces 2 actions spectaculaires n'ont pas mené à une passe décisive, mais ça aurait pu. Ça va être intéressant parce qu'apparemment, c'est le 5 qu'a choisi Pop pour débuter la saison. Trey Jones sera remplaçant. Ouais, et Benjamin en parle justement dans un article qu'il nous a envoyé, qui est sur le site, qui doit s'appeler Aux Spurs, pas de meneur, pas de problème, qui date déjà du match de préparation précédent, où on voit que chacun est un peu responsabilisé sur la création. Jérémy Sohan notamment, du coup Victor aussi, il est aussi censé faire du playmaking. Et c'est bien, c'est formateur aussi pour tous ces joueurs-là, qui soient capables d'être tous des couteaux suisses, qui soient pas unidimensionnels. Et à la base, il n'y a que Zach Collins qui remonte jamais le ballon, sauf qu'au dernier match, là j'ai pas ses stats sous les yeux, mais au match précédent, il fait 5 passes, je crois. Donc, là, il en a mis 5 là. Encore 5 passes et 6 balles perdues, mais voilà. 5 passes. Sans remonter le ballon, donc il fait du playmaking au poste, et c'est super intéressant. Alors, en fait, pour moi, ça montre que cette saison des Spurs, clairement, les victoires, c'est pas ce qui va compter. Bon, on s'en doutait, hein, mais voilà, je sais qu'on peut imaginer dans un monde San Antonio faire une espèce de petite surprise et jouer le play-in. Je pense malheureusement que ça me semble très très difficile parce que justement, jouer dans ce genre de configuration, il y a plein de soirs où ça va pas marcher. Par contre, là où tu as raison, c'est que en fait, ces gars-là, il n'y en a aucun d'entre eux qui est amené à jouer meneur un jour, mais ils auront tous au moins vécu. Pour être meneur, il faut se retrouver dans ces situations. Il faut pouvoir manger de la répétition, de créer du jeu, etc. Et en faisant ce choix sur cette année-là, alors on va voir combien de temps ça dure, Pop, voilà, comme tu l'as dit, c'est très formateur, ça les met tous dans ces situations-là, apprendre à gérer ces situations-là. Et le moment où les Spurs mettront à nouveau un vrai meneur, parce que ça va arriver, c'est impossible. Enfin, le jour où les Spurs auront envie d'être très compétitifs avec Wembanyama, il faudra clairement un vrai meneur. Mais au moins, tous ces mecs-là, je pense notamment au Vassell et au Keldon Johnson, ou même Wembanyama, il y aura cette capacité à créer du jeu. Et peut-être que les Spurs, du coup, n'auront pas qu'un seul playmaker, mais plusieurs playmakers. Et je pense que c'est très bon pour la suite. Et j'aime beaucoup l'approche prise par San Antonio. Mais tu sais que ça me fait penser à... alors on parle pas des mêmes joueurs ni du même type de coach, mais tu sais ce qu'avait fait Jason Kidd avec Giannis Antetokounmpo au début. Il le titularisait carrément à la main, mais c'était aussi pour lui apprendre à remonter le ballon, à être plus dans le playmaking. Et je pense que on a beau moi le premier être un peu critique de Jason Kidd en tant que coach, mais il a fait des choses de ce genre-là qui aujourd'hui ont permis à Giannis d'être un des joueurs les plus complets de la NBA. Donc c'est une approche que j'aime bien pour les Spurs. Clairement. On peut passer peut-être à un autre match, ou peut-être au carton de la soirée. Celui de Jordan Poole, 41 points. Ouais, j'allais dire, il y avait tout. Il y a du Jordan Poole, il y a le bon et le mauvais de Jordan Poole dans cette. Enfin, le mauvais. Pauvre, il met 41 points en 20 minutes En 27 minutes. 27 10 minutes. sur 19 au tir, 6 sur 12 à 3 points, 15 sur 16 au lancer. Bon, il était en feu. Il était en feu offensivement. C'est la plus grosse performance de la pré-saison. C'est ça, il y a le côté micro-ondes qui peut marquer 40 points en très peu de temps. Mais il y a aussi des situations où tu vois Deni Avdija. Alors, c'est pas pour défendre Avdija parce que c'est mon poulain, mais tu le vois appeler le ballon au large et puis rager et le montrer de façon très très claire. Parce que Jordan Poole, il est dans une saison où il veut montrer que ça peut être l'option numéro 1 et il y aura beaucoup de cartons comme ça. Et par contre, il y aura aussi, à mon avis, pas mal de frustration parfois chez certains coéquipiers qui espèrent avoir des opportunités. Tu dis, je joue aux Wizards, on va pas jouer les playoffs. J'aimerais bien au moins pouvoir me mettre en avant. Donc un mec comme Avdija, et ce sera pas le seul à mon avis. Poole, il va prendre de la place, tu vois. Et je pense qu'ils auront carte blanche. Et pour un mec comme Bilal Koulibaly, je pense que c'est pas grave. C'est bon. Par exemple, cette nuit, il était titulaire, mais il a très peu shooté, il a très peu marqué, mais il avait son activité défensive habituelle. Mais Avdija, qui est aussi un autre épique, qui dans sa sélection est un gros scoreur,
et a envie d'être exposé. Je pense que la frustration, elle va pas être simple à gérer. Donc, ça aurait été pareil si par exemple ils avaient gardé Hachimura ou tu vois, c'est ce genre de joueurs qui ont besoin, qui ont envie d'exposition un peu et qui se retrouveraient un peu mis de côté. Mais bon, après, voilà, c'est du Jordan Poole, c'est-à-dire que c'est ultra spectaculaire. Tu te dis, le gars, le cercle il est gigantesque quand il commence à faire ce que j'appelle le microwave. Là, bah, c'est le cercle il est gigantesque. Et puis à côté de ça, ça implique peu les autres finalement. Donc, bon, Ouais, on est sur une saison où il va faire des perfs comme ça. Hein. j'ai vu un tweet je trouve que j'ai envie de vous partager parce que j'ai trouvé très drôle. C'était donc Jordan Poole, il y aura des soirs justement, il va mettre des cartons, mais son adversaire direct ira tout de suite marquer un lob dans la foulée parce que Jordan Poole sera en train de faire des pirouettes acrobatiques, pirouettes synchronisées avec Kyle Kuzma pour célébrer des paniers. L'idée, c'était donc de dire que bah oui, il va mettre 40 points, mais il va aussi s'en prendre 40 parce qu'il va jamais défendre. Bon, après, là, c'est vrai qu'on est très critique après une performance qui est quand même la meilleure performance offensive de la pré-saison. Mais bon, que Jordan Poole soit capable de mettre des matchs à 35, 40 points, on le sait déjà, il a déjà fait avec les Warriors, en fait, c'est pas une surprise. C'était ce T'as que raison, disait ce que, Iguodala. En fait, je repense du coup, je vois la situation où il va marquer un panier de fou et derrière il célèbre. Et ça me refait penser à ce qu'a dit Iguodala il y a pas longtemps en disant ouais, mais c'est le meilleur pour faire semblant de faire de défendre en fait. De ouais. faire genre qu'il a essayé et puis de se retrouver au sol. Oh, j'ai fait ce que j'ai pu, mais donc on risque aussi d'avoir ces situations là. Mais ça va faire partie de l'expérience Jordan Poole à Washington. Faut être prêt. C'est ça, mais j'arrive pas à savoir comment dans cette équipe, avec ce vestiaire, comment Jordan Poole va apprendre à devenir un mec qui a un vrai impact sur le jeu, en fait. Et à Golden State, il y a un moment, il a quand même le potentiel pour être All-Star. Là, il le sera peut-être Et encore, il y a plein de mecs qui tournent à 25 points par match. Enfin, il y en a plein, non, il n'y en a pas plein, mais Bradley Beal est la preuve vivante que tu peux marquer 25, 30 points par match avec les Wizards et pas être All-Star. Je ne suis pas sûr que Jordan Poole sera All-Star. Non, Je pense que même s'il est si les à Wizards, 25 points, il ne sera pas All-Star. si les Wizards ils sont pas virtuellement play-in, rien que ça, il y aura pas, je pense pas. Ouais. Non. Mais bon, ça reste, tu l'as dit, un joueur offensif incroyable. Et hier, il fait un vrai carton sur la tête des Knicks, qui n'est pas en plus la pire défense de la ligue. Donc, Ouais. même si c'est de la pré-saison, il y en aura d'autres, des matchs à 40 points et même à 50 points cette saison de Jordan Poole. Ça, c'est quasiment une certitude. Ouais. En parlant de Poole, on peut revenir sur son ancienne équipe, les Warriors, qui ont battu les Kings. 4 matchs de pré-saison, 4 victoires pour les Warriors, 4 matchs de pré-saison, 4 défaites pour les Kings. Et là, bon, les Kings, ils ne sont pas passés loin d'aller chercher leur première victoire, mais Curry est venu à 15 secondes de la fin, je crois, ou 10 secondes de la fin, je ne sais plus. Ouais, même un peu moins, il devait rester. Enfin, il prend la balle à 10 secondes et Ouais, il reste. ouais, voilà, il reste Voilà. 6 ou 4 quand il tire, quoi. Et Curry qui a mis 30 points en 31 minutes. Les Warriors ont fait jouer, Steve Kerr a fait jouer longtemps ses joueurs majeurs. 30 minutes pour Chris Paul, 32 minutes pour Thompson, 31 minutes pour Curry. Il les met dans le rythme et donc ils sont allés chercher cette victoire. Il y a des perfs intéressantes. Chris Paul est sorti du banc et ça a bien marché. Je tiens à le dire. Il est sorti du banc. Ça a très bien fonctionné avec Saric. Exactement ce qu'on avait annoncé à un moment que Saric, après c'est de la pré-saison, hein, mais que Saric, c'est un joueur qui va briller avec Chris Paul. Saric, il fait 14 points, 6 rebonds. Alors, il joue 28 minutes, hein, il joue beaucoup, il jouera peut-être pas toujours autant pendant la saison. Il y a quand même des absents, il n'y a pas Draymond Green, il manquait du monde. Et Chris Paul, qui lui a fait 13 points, 6 rebonds, 9 passes en 30 minutes, plus 9, il a eu un bon impact. Il a notamment été sur le terrain en quatrième quart-temps, et c'est à ce moment-là que les Warriors ont remonté les Kings. Ah, mais de toute façon, qui commence ou qui finit, je pense que Chris Paul il aura cet impact-là. La question n'est pas de savoir si ce sera un bon playmaker en sortie de banc ou titulaire. Oui, ça c'est sûr. Hein. Ça, il fera ce type de stats-là. La question, ce sera comme pour beaucoup de joueurs en playoff. Hein, on sait pas. Faudra voir quel rôle il aura et est-ce qu'il sera ciblé défensivement. Enfin, c'est toutes ces choses-là. Mais moi, j'ai bien aimé Kuminga et Wiggins aussi en complément de Curry. Kuminga, alors, il a mis moins de points que sur les dernières sorties, hein, parce que de toute façon c'était difficile d'en mettre autant vu les cartons qui claquaient. Mais toujours très bien, toujours très concerné, agressif, qui joue avec les cadres ou qui joue sans les cadres, voilà. Qui joue avec les cadres ou sans les cadres, il prend sa chance. Il n'est pas timide. Pour l'instant, il boude pas, donc c'est très bien. Alors, il ne boudera pas cette saison, il va avoir du temps de jeu. Et Curry, tu disais au début de quand on a lancé le CQFR, tu disais qu'on se rapproche de la saison régulière. C'est Steph Curry qui met des game winners contre les Kings à 10 secondes de la fin. Effectivement, ça sent le début de la saison régulière, donc c'est une action classique, typique. Voilà.
8 sur 12 à 3 points quand même pour Stephen Curry. Ouais, bah, il préchauffe. Pas mal quand même. Allez, j'ai pas forcément besoin de revenir sur le Nets Heat, victoire des Nets. Il n'y avait pas forcément Il n'y a pas Butler au hit, grand-chose. il n'y a pas, voilà, Ouais, pas grand-chose à signaler. Bon, Ben Simmons Butler, qui met il en pas un a panier, mais. vraiment. Ouais, et Butler, on a vraiment rien à carrer. De tous les matchs qui sont disputés avant le mois de mars, j'ai l'impression que Jimmy Butler, ça l'intéresse vraiment pas, quoi. Non, il met plus d'efforts dans la préparation de son look pour le Media Day que clairement dans les matchs de pré-saison. C'est pas sa saison, c'est pas sa saison. Lui, c'est les Non, c'est playoffs. pas Et son. voilà. Mais bon, le Heat va devoir faire une saison régulière sérieuse quand même. Ah bah, Playoffs, obligé. c'est pas acquis. Je dis pas du tout que Miami va rater les playoffs, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais l'an dernier, ils sont passés par le play-in. Faut pas l'oublier, ils sont pas passés loin de l'élimination contre Mm. Atlanta, je crois, ou Chicago, pardon, je sais plus. Chicago pour le dernier C'était match. Ouais. Chicago. Ouais. Faudra jouer sérieusement. Ouais. Faudra jouer sérieusement. Il y a moins de talent. Faudra la jouer vraiment la saison régulière. Mais bon, de toute façon, connaissant Jimmy Butler, je pense qu'une fois que si l'équipe est en difficulté, il répondra présent. Mais voilà, c'est je tenais à le noter comme ça. Parlons de James Harden. Ah, James Harden, on a ça fait déjà, on longtemps. continue. Ça fait Ouais, ça longtemps, faisait hein, dis donc. longtemps, évidemment. Alors, James Harden, je te laisse nous raconter un peu la nouveauté Bah, à sur chaque le fois qu'on voit bar. une alerte Shams Charania ou Adrian Wojnarowski, on se demande si c'est ce que c'est au sujet d'Arden. Mais là, celle-là, elle est pas mal quand même. C'est-à-dire que Shams Charania nous dit que James Harden, donc dans la continuité de ce qu'on avait discuté hier, je crois, je me perds un peu tellement on parle de lui. Ouais, Et c'était hier, ouais. voilà, du coup, il a effectivement pas du tout assisté au match de pré-saison, etc. Et là, il est même plus à l'entraînement là. Il est un peu, Il serait à Houston, il serait à d'après Houston. Ramona Shelburne. Il serait reparti à Houston et il serait, d'après Wojnarowski, en complément d'infos, bah, mécontent du manque d'avancée des négociations. J'ai l'impression qu'il croit toujours que les Sixers veulent pas faciliter son départ, ce qui est leur droit le plus strict. Et du coup, le visage agréable et discipliné qu'on a vu jusque-là, et encore, on a appris que c'était voilà qu'il avait fait un scrimmage et qu'il assistait même pas au match de pré-saison de son équipe, que c'était qu'il en avait déjà marre et que bon, je suis pas sûr qu'on le revoie très souvent. Tu vois, on se demandait hier est-ce qu'il finalement il va réussir à revenir, est-ce qu'ils vont le faire jouer en saison. Là, je pense que on va être sur du bon blocus à l'ancienne et il va revenir dans des dispositions où tant qu'il n'est pas tradé, il va pas jouer ou se rendre disponible quoi. Il est malin. Il y a donc cette sanction dont on a déjà parlé plusieurs fois. Ouais. Si tu ne te pointes pas pendant tant de jours consécutifs, tu es soumis à des sanctions au point où ton équipe peut même finir par te bloquer à la free agency. Mm. Mais si tu viens 15 jours, t'es hors de forme, ok? Tu as Ouais. raté 10 jours d'entraînement. Là, il ne se pointe pas pendant 10 jours. De quoi il revient? Parce qu'il ne peut pas faire plus de X jours consécutifs. Pardon. Il revient. Il est hors de forme. Les Sixers ne peuvent pas le faire jouer. Donc, il est là. Tu vois, il est là. Il répond à l'appel. Tu vois, il fait son devoir. Il fait son boulot. Mais il est hors de forme. Tu ne peux pas le faire jouer. Quand un mec manque 15 jours, ils sont obligés de le remettre en conditioning. Il refait son conditioning. Il se rebarre. Et il revient. Et il se rebarre. Et au final, il ne joue jamais. Et puis Ça peut être une stratégie si tu veux esquiver les sanctions du CBA prévues par le CBA. je suis pas sûr qu'à Houston il passe son temps à la salle de sport, tu vois. Bon, Non. j'avais simple supposition. Je pense qu'il a ses endroits préférentiels pour effacer son chagrin, tu vois ce que je veux dire. Des strip clubs, ouais. Non, mais après, il doit sans doute faire des workouts Non, mais individuels, oui, j'exagère. mais ça n'a rien à voir de toute manière. Ça n'a rien à voir avec des séances intenses à plusieurs ou des séances avec contact. Donc, de toute façon, et tu vois, et on continue il aura besoin de conditioning quand il revient, quoi. Ouais, et puis en même temps, il y a toujours l'info comme quoi les Clippers veulent absolument pas lâcher Terrence Mann. Mais pour moi, quand on vient dire non, on veut absolument pas perdre Terrence Mann dans l'affaire, c'est une autre façon de dire bon, on n'avait pas trop chaud pour James Harden en fait. Ouais. On veut pas le Alors, vexer, mais d'ailleurs, il y a une rumeur, mais j'y crois pas forcément. C'est parce que c'est rapporté par Nick Wright, ah, ton qu'on copain. surnomme affectueusement Nick Wrong dans la rédaction. Donc, je pense qu'il surfe un peu. Après, voilà, là, je me permets c'est mon interprétation de ce que lui rapporte. Peut-être que la source est réelle. Je vous laisserai. Après, c'est à vous de décider si vous voulez y croire ou pas. Mais c'est que dans la foulée de ce que dit Wojnarowski, donc, ok, on sait que Harden est mécontent des négociations. Il faut savoir qu'aux États-Unis, enfin pas qu'aux États-Unis, dans n'importe quel média,
on a tendance après derrière à interpréter un truc qui a été déjà dit. C'est-à-dire qu'on a une rumeur ou une info qui est donnée par Wojnarowski, puis derrière on l'interprète, on va plus loin et on peut créer. Enfin, il y a des journalistes US, je me permets de le dire très clairement, qui créent des rumeurs à partir de ça. Chris Broussard notamment était très fort pour ça. Donc là, Nick Wright, ce qui rapporte, c'est que les Clippers seraient offerts un pick, un swap et man que les Sixers auraient refusé et que c'est ça qui aurait mené au départ d'Harden. Ouais. Voilà, que la frustration viendrait de là. Bon, sauf que la veille, on avait quand même d'autres insiders qui, comme tu l'as dit, disaient que les Clippers n'étaient pas prêts à inclure Terrence Mann. Après, voilà, tu as raison, c'est pas exactement. C'est toujours difficile de Moi, je crois qu'ils savent pas comment lui dire qu'ils sont pas si intéressés que je ça. pense Tu qu'ils vois. n'ont même pas intérêt à être intéressés, les Clippers. En fait. Bah ouais, et puis là, ils disent, oh, la pré-saison, ça se passe pas trop mal. Kawhi et Paul George jouent. Les joueurs derrière dans la rotation, il n'y a pas de problème d'ego. On sait qui joue ou pas. Tu rajoutes Harden dans le mix, bah c'est. Harden chez lui en Californie, enfin, c'est un Californien. Tu peux. Il sera peut-être fort, mais Non, mais c'est. il sera fort à la Harden, quoi. Donc ça peut être parfois au détriment de l'équipe, ça peut être très fort, mais pas au bon moment. Bon, voilà, on dresse un portrait assez négatif d'Harden. Je pense que ses supporters, ses fans qui nous écoutent doivent penser qu'on peut pas le supporter, mais ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire quand on était même quand on discutait de l'All-Star l'année dernière, on le mettait All-Star et on était surpris de pas le voir. Après, on a compris qu'il avait pas, il avait refusé de venir en backup parce qu'il avait été vexé, mais voilà. Donc on essaie d'être objectif sur Harden. C'est juste que d'expérience, on voit ce que ça donne en playoff, on voit le côté éthique qui est bof, enfin le côté professionnalisme qui est bof. Voilà, c'est juste ça. Non, mais après, en playoff, si c'est ta troisième option, Harden, lui, il aura moins de pression. En fait, si tu as Kawhi et Paul George devant, même Westbrook, tu vois, tu n'as pas forcément besoin qu'Harden, justement, il ait le même rôle qu'aux Sixers. Donc, à la limite, je ne m'inquiéterais même pas pour ça. Moi, c'est plus pour le fit, en fait. Ouais. Comment tu fais jouer Westbrook, Harden, Kawhi et Paul George en même temps? Et quelle pression défensive ça met sur Paul George et Kawhi? Si tu as Westbrook, ok, il est capable de bien défendre, mais c'est pas tout le temps. C'est quand même un mec qui prend beaucoup de risques en défense. C'est pas le défenseur le plus discipliné, c'est pas le plus régulier. Harden, on sait qu'il en fout pas une, quoi. Je me permets. Donc, tu te retrouves à avoir Kawhi et Paul George obligés de défendre très très dur. Je sais pas. Je trouve le fit bizarre en fait d'avoir les quatre. Moi perso, depuis le début, je capte pas trop ce que les Clippers cherchent. Je m'étais dit la seule condition pour moi où ça devenait éventuellement intéressant, c'était de se dire on aura forcément une de nos stars qui sera blessée. Donc, le plus de stars on a, au moins on est sûr d'avoir deux stars en même temps en playoff. Et tu sais, imaginons que Kawhi il est blessé, mais que 2 semaines. Et c'est au premier tour. Et bah oui, tu te dis, mais au moins j'ai mes deux stars pour au moins se passer ce tour et Kawhi il revient, tu vois. Mais sinon, je vois vraiment pas trop l'intérêt du fit. Moi, je pense qu'ils se disent juste là, ils en sont à un point, et peut-être même depuis le début, s'il y a une bonne affaire à faire, on le prend. Si on doit juste lâcher ce qui nous paraît raisonnable, ok, on veut bien, mais on fera pas d'effort de lâcher des assets vraiment sérieux dans le lot, quoi. En gros, si on nous le file cadeau, on prend, tu vois. C'est un peu ça. Je pense qu'ils sont dans cet état d'esprit-là. Ils le refuseront pas si le coût il est vraiment ridicule pour un joueur de son calibre. Mais sinon, j'ai l'impression qu'ils feront pas l'effort. Et puis Morey, il a pas. Morey, il a pas tellement envie de faire de cadeaux à qui que ce soit. Donc, c'est toujours situation un peu dans l'impasse. T'as l'impression que t'en sors un peu parce qu'il fait preuve de plus de souplesse, il vient aux entraînements, machin, et puis d'un coup, boum, ça repart. Voilà. On n'a pas fini d'en parler. Je pense que peut-être que demain matin, on aura des updates aussi dessus. Ça sera un des feuilletons de toute façon du début de saison. Allez, on essaye on enchaîne du coup avec pardon. En très bref, juste une news d'Adam Silver qui songerait à revenir au format Est-Ouest All-Star Game. Je sais pas, est-ce que tu es pour, contre? De toute façon, le changement de format du All-Star Game, il faut clairement, enfin tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose parce que plus personne n'en a rien à faire quasiment. Parce qu'avant, il y avait le grand public, même celui qui suivait pas la saison de façon hardcore, avant l'époque où il y avait un match par nuit disponible en France, là maintenant ce grand public il suit même plus l'All-Star Game parce que je sais pas, après même en tant que journaliste moi je le zappe et je regarde les meilleurs moments après, je me lève plus pour le regarder parce que c'est pas intéressant. Donc il faut tenter des trucs. Le retour à Est-Ouest, je sais pas si c'est la solution honnêtement, j'arrive pas à savoir.
À la base, moi j'aimais bien éventuellement le côté États-Unis contre monde, Ouais, peut-être. ouais. Mais c'est vrai que tu peux vite te retrouver avec des joueurs sélectionnés. Tu vois, le 13e ou 14e mec de Mm. catégorie monde, c'est pas le même niveau que le 13e, 14e niveau USA, je sais pas. C'est bon, mais faut tenter quelque chose de toute façon. Et je sais que là, ça se sait que la NBA est un peu en panique sur les résultats, sur l'audience de All-Star Game, sur les retombées que ça provoque. Et ils vont devoir faire quelque chose à un moment, mais pas juste le match, hein, c'est vraiment l'événement entier. Le concours de dunk. Enfin, qui se souvient des derniers vainqueurs, des derniers participants, c'est très rare. Enfin, on a tous en tête les trucs marquants, Lavine, Gordon, et puis après, vite fait, tu vas peut-être te rappeler d'un truc récent, mais sinon, voilà. À la limite, moi, les concours de shoot, je les trouve toujours sympas. Je regarde parce que ça. Je veux dire, le format, tu peux pas le faire évoluer beaucoup et ça reste sympa et divertissant à regarder. Le match des rookies, ils tentent des trucs maintenant avec de la J-League, Ça des sert à trucs, rien, celui-là. c'est horrible. Bon, ça a toujours été particulier ces matchs-là, mais bon, c'est de moins en moins intéressant. Donc il faut faire quelque chose. J'ai pas de solution. Est-ce que c'est ça Tu sais, on parlait même aussi à un moment une sorte de tournoi de 1 contre 1, de trucs en 3-3, je sais pas, changer des formats pour que ce soit. Parce que maintenant les gens sont tellement abreuvés de basket et de NBA qu'ils ont plus besoin de ça maintenant. Ils ont plus besoin de cette dose-là à mi-saison. Un tournoi 3-3 serait marrant. Moi j'aimerais bien. Tu vois, tu as 24 All-Stars. Chacun fait sa team, tu vois, et puis Ouais, tu chacun vois un fait sa peu. team. Bon, après, c'est crevant le 3-3 Deux poules et une finale. s'ils le font sérieusement, c'est crevant. Et bon, pour ménager les organismes, c'est pas ouf. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que personne n'a envie de jouer, en fait. Ouais, mais après, tu sais, il y a d'autres ligues qui ont carrément supprimé ou qui l'ont pas fait tous les ans. Enfin, Ouais, mais ça représente tellement d'argent pour la ville qui accueille et pour ouais, la c'est NBA, en ça. fait, que Ouais. ça Bon, on sera verra pas pour l'instant, on n'a supprimé. pas de solution miracle, mais si vous voulez, on y Ouais. consacrera une late session ou un truc pour comment réparer, comment sauver le All-Star Game. Voilà. C'est une très bonne idée, Sacha. C'est une Ouais. très bonne idée. Allez, on va finir quand même par les finales WNBA Ouais. avec le sacre des Aces de Las Vegas. Ouais. Magnifique. Victoire 3-1 contre le Liberty de New York. C'est Ouais. le premier back-to-back depuis 2002 en Exactement, c'était WNBA. les Sparks qui avaient fait ça. Il y a une sorte de malédiction, pour ceux qui ne suivent pas la WNBA, il y a une malédiction sur le back-to-back. Même des équipes dynastiques comme les Lynx ou le Storm n'ont jamais réussi à faire de back-to-back depuis 2002 en ayant des équipes de malades, hein. Mais bon, voilà, c'est une ligue très dense et très compétitive. Et là, on pensait qu'il allait encore avoir une malédiction parce que, comme on en avait déjà parlé, donc les Aces menaient 2-0, largement rien à dire, super niveau et tout. Et au match 3, elles ont perdu Chelsea Gray, qui est une des meilleures meneuses de la ligue, qui était MVP des dernières finales, et Kia Stokes, qui est leur pivot titulaire. Et c'était déjà une équipe qui reposait sur une rotation très 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 fine. Et tout le monde se disait, ça y est, New York va reprendre la main. Match 4 à domicile, t'as une équipe avec Brianna Stewart, Jonquel Jones et compagnie, ça va le faire. Et non. Non, parce qu'il y a une coach exceptionnelle à Las Vegas, Becky Hammon, je continue de penser qu'il y a des front office qui doivent se mordre les doigts. Enfin, j'espère parce que c'est pas la même ligue, c'est pas les mêmes styles de jeu. Ça sert à rien de comparer hommes et femmes à chaque fois. Mais le niveau de coaching, parce que le micro est souvent posé près des bancs, on entend, c'est en termes de charisme, de capacité à s'adapter, parce que là, elle a dû s'adapter. C'est-à-dire que tu perds ta meneuse et ta pivot, hein. Et les joueuses de la Pour Max rotation derrière. 1-5, Et derrière, les remplaçantes, c'est pas pour leur faire injure, mais c'est niveau faiblard quand même. Tu vois. C'est des joueuses qui ont quasiment pas joué de la saison en plus. Bah, en stratégie, en choisissant les bonnes adaptations défensives, offensives, elles ont fait déjouer New York dans un match où Marine Johannes a joué 7 minutes, malheureusement, très peu entrée, comme trop souvent cette année. Et du coup, elles ont gagné d'un point avec un finish incroyable, enfin très très serré, des grosses phases défensives. Et Aja Wilson, MVP des finales, première fois de sa. Elle a été MVP 2 fois en saison régulière, mais première fois MVP des finales. Et elle s'impose comme maintenant la figure marquante de la WNBA, devant sans doute des joueuses comme Brianna Stewart et compagnie. Donc, ouais, pour le coup, c'était pas un match très offensif, mais je me suis pas ennuyé une seule seconde. Et voilà, c'est deux super teams dans leur genre qui vont peut-être se tirer la bourre pendant quelques années. Il faudra voir comment ça se passe pendant l'intersaison. Pour Marine Johannes, qui intéresse le public français, il y a très peu de chances qu'on la voit en WNBA la saison prochaine. Pour les raisons qu'on sait, hein, avec la Fédé, tout ça, et le fait qu'elle a donné son accord pour les JO, a priori on la reverra pas. Mais voilà comment s'est terminée cette saison sur des finales de très haut niveau.
Bon, on verra bien l'an prochain si les Aces peuvent aller faire le Ah, le trip-it et triplé. Alors, s'imposer dans il y a des équipes qui ont dans gagné 4 l'histoire de la fois. WNBA. Les Houston Comets, au début, ont gagné 4 fois. Le Choc a gagné 3, de Détroit a gagné 3 fois aussi, je crois. Ouais, gros défi. Bon, bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, sur la chaîne YouTube, il y aura le replay de la late session, hein, comme tous les Absolument. jeudis. Il y a Ça aussi la part. petite. Enfin, la petite. C'était assez long, Oui, mais l'interview de la, Steve ouais, l'interview de Stitch Chikambu, Chikambu. pardon, Ouais. qui est disponible, interview faite par Shai, qui est disponible sur la chaîne. Je vous invite à aller regarder ça. Un contenu qui change et c'est très intéressant. Bah On oui, se replonge dans plein pas, pas de langue, d'anecdotes. pas de langue de bois. Il est très. Voilà. Si vous l'avez connu à l'époque, il est toujours pareil. Plein d'anecdotes sympas. On revient sur sa carrière. Il nous parle de. Il parle aussi un peu d'actu, hein, avec Wembanyama parce que son fils a joué avec lui en sélection notamment, donc il le connaît bien. Il a vu un peu l'évolution. Voilà, on parle de tout un tas de choses. Je vous conseille la manière dont il a pris contact avec Tony Parker quand ils se sont rencontrés sur un rassemblement de l'équipe de France. Ça vaut le détour. Et après, sa reconversion en coach qui est assez amusante et intéressante aussi. Donc c'est déjà sur la chaîne, vous pouvez aller voir. Yes, et on se retrouve demain pour un nouveau CQFR. Ciao, Yes, ciao! ciao.